beaucoup. Donc, Camille Audrin, directrice des relations internationales, mais surtout de la conformité au RGPD à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc, dans quelques instants, vous allez assister à une table ronde qui va traiter de la façon dont la data est appréhendée aujourd'hui dans le service public de la retraite et qui regroupe des représentants de la direction de la CNAV et un représentant de la direction de la sécurité sociale, donc notre ministère de tutelle. Alors, pour préparer cette table ronde, on a réalisé un questionnaire qui a été adressé il y a quelques semaines aux différents acteurs de la CNAV. Trois types de publics. Le public notamment des dirigeants de la CNAV, le public des experts de la data et le public des utilisateurs de l'information. Notre objectif, il était double dans ce questionnaire. D'abord, recueillir l'appréciation de l'ensemble de ces acteurs sur les différents items qui sont en général et traditionnellement interrogés autour de la data, que ce soit la gouvernance, la protection de la donnée, la culture data, les usages, les technologies qui en permettent l'exploitation. Et puis surtout, l'aspect le plus intéressant, l'aspect un peu plus qualitatif, qui était de recueillir un peu leurs appréhensions sur les objectifs, les priorités et les problématiques qu'aujourd'hui le sujet de la data leur pose au regard de leurs différents statuts dans l'entreprise. Donc, en premier lieu, rapidement, l'analyse qualitative. Alors, on a recueilli une vingtaine de réponses, 21 pour être précise, avec une représentation qui est relativement équilibrée, puisqu'on a eu 8 représentants de la direction à répondre, 5 experts de la data et 8 utilisateurs de l'information. Alors, sur le sujet de l'évaluation et l'appréhension, ce qui est assez intéressant, c'est que les données sont... Il faut passer voilà. On va dire que l'item qui a recueilli le plus d'appréciation favorable est l'item de la protection des données. Alors, je ne sais pas si ça recouvre une réalité, mais en tous les cas, la protection des données est appréciée très favorablement à la CNAV par l'ensemble des acteurs qui ont été interrogés. L'item qui est le moins bien apprécié et le plus finalement critiqué, c'est celui de la gouvernance, et vous verrez que c'est quelque chose qui va revenir dans toute la suite sur l'aspect qualitatif du sujet. Ce qui est aussi intéressant dans ce questionnaire, c'est que l'appréciation de la data, elle est assez différente en fonction des catégories de répondants. Elle est finalement très positive pour ce qui est des utilisateurs de la donnée, avec des notes qui sont toujours au-dessus de 3, sachant que l'échelle d'évaluation, elle était de 1 à 5. Mais par contre, une vision beaucoup plus critique des experts de la donnée qui certainement traitent du sujet toute la journée et donc ont une vision à la fois peut-être plus fine et un peu plus critique du sujet. Les représentants de la direction, eux, se positionnent dans la moyenne des répondants. Alors, l'aspect qualitatif, qui est certainement l'aspect le plus intéressant de ce questionnaire. Donc, il y avait 5 questions qui ont été posées à nos répondants. Et la première portait sur les spécificités de la valorisation des données par la CNAV par rapport à un autre opérateur de service aux personnes âgées. Alors, le premier item qui a été plébiscité par les répondants, c'est le sujet de l'usage des données pour permettre d'adapter notre offre de service au regard des besoins de chaque usager. On peut dire que c'est un sujet qui est finalement un peu nouveau, puisque nous, à la CNAV, on a l'habitude d'utiliser de la donnée, d'abord pour payer les retraites, ensuite pour piloter notre production et faire en sorte que les retraites soient payées dans les meilleurs délais, et enfin pour produire de la statistique publique qui permet de peser sur l'accompagnement des politiques publiques. Mais là, on voit qu'il y a un des usages qui commence à émerger et qui nous est demandé par l'ensemble des répondants, qui est de travailler sur l'offre de services à partir des catégories de public
et faire en sorte que notre service public qui se veut universel permette vraiment l'accès de tous à leurs propres droits, puisque c'est un petit peu le sujet qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on est assez fort pour faire des offres de services assez généralistes, mais on se rend compte qu'on peut laisser au bord du chemin certaines catégories de publics, alors que nos données pourraient nous permettre de les identifier et d'aller les chercher pour leur offrir leurs droits. Deuxième item qui est plébiscité dans les réponses des répondants au questionnaire, c'est le principe que les données et leur usage dans le service public de la retraite doivent répondre à une éthique de service public, d'intérêt général et de protection sociale, respectant les principes d'égalité, de gratuité et d'accès pour tous. Là, on va ressortir très fortement l'ADN de service public de la CNAV, qui vient donc être un petit peu un des fondements de la façon dont on doit utiliser nos données dans un service public. Et puis, troisième item qui est abordé par les répondants, là on revient aux fondamentaux, qui sont vrais pour toute entreprise qui utilise beaucoup de données dans son quotidien, c'est s'assurer de la qualité des données et de leur conservation en garantissant leur fiabilité et leur protection. Alors, la question numéro 2 portait sur les objectifs à accomplir à 3 ans en matière de valorisation, de protection et de gouvernance des données. Alors, sans aucune question, le premier sujet qui est venu comme un des objectifs à travailler au sein de la CNAV, c'est d'améliorer la gouvernance de la data et de l'améliorer au sens large, que ce soit en interne, pour que la coordination entre les différents acteurs, les différentes directions qui sont contributeurs au sujet soit le plus efficace possible, mais également en externe, avec les autres branches de la sécurité sociale, qui sont donc l'assurance maladie, la famille ou encore le recouvrement. Et puis la tutelle, donc le ministère, pour là aussi avoir une vision qui soit transversale et partagée des usages des données possibles. L'idée sous-jacente qui est également ressortie au niveau des répondants, c'est que la CNAV doit s'établir comme un acteur de référence dans le domaine vis-à-vis de ses partenaires. Et ça renvoie à ce que disait Élise en première partie de la matinée. La CNAV, elle est opératrice de grands référentiels pour l'ensemble du monde de la protection sociale. Et à ce titre-là, elle a une responsabilité augmentée dans le fait qu'elle doit vraiment gouverner ces données et avoir une bonne maîtrise de ses usages. Le deuxième objectif reprend la première diapo, donc je ne vais pas y revenir, c'est vraiment développer de nouveaux usages des données pour adapter les offres de services, voire en créer de nouvelles et aller au-devant de l'assuré. Les troisième et quatrième items portent sur le fait que la CNAV doit s'outiller pour améliorer l'usage des données qu'elle détient, à savoir, d'une part, en permettant le développement des technologies qui facilitent l'usage, la collecte et l'interprétation des données, avec des propositions très pragmatiques et pratiques. Là, on voit que les experts de la data se sont prononcés assez fortement. Des propositions en termes de systèmes d'information, centralisation des données, interopérabilité des systèmes d'information, automatisation des échanges inter-organismes, et en matière de statistiques, continuer à développer les modèles de data mining, d'intelligence artificielle, de modèles semi-prédictifs. En termes d'outillage, il y a également l'enjeu de se doter d'outils qui favorisent donc la maîtrise du patrimoine informationnel de la CNAV, avec des catalogues de données, des systèmes d'archivage électronique et la documentation des sources de données et des destinataires. Les deux derniers items, ils traitent plutôt de l'aspect juridique de la data, avec un enjeu sur la poursuite de la sensibilisation des agents pour les responsabiliser dans l'utilisation des données et de développer vraiment le réflexe RGPD. Donc ça, c'est un verbatim qui est ressorti d'un des questionnaires. Et puis, un enjeu de clarification du cadre juridique de la réutilisation et du partage des données en le rendant le plus spécifique à la protection des assurés d'un service public. Question numéro 3. Quelles sont les problématiques à résoudre ?
Eh bien là, je pense que vous n'allez pas être étonnés compte tenu des échanges qui ont lieu en début de matinée. Première problématique qui a été soulevée, les effets de silo, du fait d'un manque de gouvernance sur le sujet, et donc l'enjeu étant là de favoriser la coordination de l'ensemble des directions et des acteurs concernés, et de définir des priorités avec justement la nécessité d'une feuille de route data sur le sujet qui embarque l'ensemble des acteurs. Deuxième problématique, le RGPD, qui est vu comme un frein aux nouveaux usages des données, et donc une nécessité de venir clarifier ce cadre juridique et également de disposer de textes qui viennent compléter l'arsenal juridique qui pourrait permettre à la CNAV d'autoriser plus d'échanges. Et puis la troisième problématique, qui est donc une problématique plus technique, la dispersion des données, avec l'enjeu de centraliser les données et de mettre en conformité les SI. J'en arrive donc à la dernière question. Que faudrait-il travailler en priorité pour améliorer l'utilisation des données détenues par la CNAV? Et donc là, on a une feuille de route qui s'est déclinée comme ça, avec par ordre de priorité ce qui arrive à l'écran. D'une part, la coordination des métiers et la mise en place d'une gouvernance. En second lieu, la sensibilisation de tous les acteurs à l'usage des données. En troisième lieu, la sécurisation du cadre juridique de l'usage des données, et notamment la grande question des échanges de données. Et en quatrième intention, de développer les usages des données, ceux qui sont souhaitables et souhaités, en se dotant des outils adéquats. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous propose peut-être du coup d'en arriver tout de suite à la table ronde. Alors, je vais présenter les intervenants de la table ronde. En premier lieu, donc, Éric Michon, directeur du pilotage et des moyens de la CNAV. Nous avons ensuite Pascale Breuil, directrice des statistiques de la prospective et de la recherche à la CNAV également. Véronique Puch, qui est directrice des systèmes d'information de la CNAV, et Laurent Lénière, qui est donc représentant de la direction de la sécurité sociale. Alors, peut-être une première question pour Éric. La CNAV est en train de commencer à travailler sur sa future convention d'objectifs et de gestion. Alors, une convention d'objectifs et de gestion, c'est la convention qui lie la Caisse nationale à l'État et qui définit ses objectifs et ses moyens pour 4 à 5 ans. Et dans ce cadre-là, Éric, est-ce que tu peux nous expliquer comment la data est en train d'émerger? Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, dans le cadre de cette contractualisation entre la branche retraite et l'État, on fixe habituellement nos orientations stratégiques de manière assez classique et souvent on se focalise quand même sur ce qu'on a en visibilité directe, ce qui est en cours, on va dire déjà dans les tuyaux et identifié à date. Là, dans le cadre de cette préparation de contractualisation, on a souhaité aller un peu plus loin et on a initié une démarche appelée prospective qui visait à essayer d'identifier des inducteurs de changement plus lointains, plutôt à un horizon de 7 à 10 ans, qui seront on va dire les enjeux à franchir sur cet horizon et qui peut-être aujourd'hui manquent d'actions élaborées pour y faire face et pour éviter de se faire prendre par surprise, on va dire, par ces inducteurs de changement sociétaux. On a souhaité faire cette démarche prospective accompagnée par un prestataire qui est composé d'une équipe de chercheurs et qui nous a renseigné sur ces inducteurs de changement. On a fait un travail de filtre sur ces inducteurs pour retenir ceux qui sont le plus susceptibles de venir impacter notre monde de la branche retraite et de la vieillesse. Et une fois qu'on les a identifiés, de faire un travail d'élaboration, on va dire, de ce qui peut être conduit en anticipation. J'en cite quelques-uns. Il y a le vieillissement de la population, la part croissante des seniors, du grand âge, par exemple, les bonifications, par exemple, en termes de carrière professionnelle. Aujourd'hui, les carrières sont plus hachées, plus internationales. Donc, tout ça sont des facteurs qui ont été identifiés. La démultiplication des sources d'information, qui fait qu'aujourd'hui, on fait face à des sujets de fake news, par exemple, de qualité de l'information mise à disposition via le numérique vis-à-vis de nos assurés.
Et puis, bien sûr, il y a eu le sujet de la data qui est ressorti comme un sujet aussi central dans ces inducteurs, à la fois parce que il y a des potentialités croissantes et exponentielles, on va dire, de cette matière qui nous interrogent, et qu'il y a cette accélération du monde numérique et qui fait que nécessairement notre monde va être impacté par cette entrée-là et cet inducteur-là. Donc du coup, la méthode consistait pour le prestataire à identifier ces inducteurs-là et une fois qu'on les avait retenus, à faire du design fiction. En gros, ils nous produisent des articles de presse imaginés en 2030, des vidéos d'interviews, par exemple, imaginées aussi à l'horizon 2030, qui sont provocatrices d'une branche retraite subissant, on va dire, la réalité de tel ou tel inducteur. Sur la question de la data, très vite, on a eu donc ces productions de design fiction. Alors, il y en a que je ne mentionne pas ici, qui nous ont plutôt amené à par exemple, réinterroger notre lien territorial à 10 ans. C'est-à-dire une fois qu'on est dans un monde très numérique, une fois que nos services sont tous en ligne, que les potentialités de l'informatique sont telles qu'on a des liquidations de retraite qui sont facilitées, quasiment automatisées. Qu'est-ce qui nous reste de notre monde, de notre lien physique avec nos assurés? Quel est le sens d'un maillage territorial à 10 ans? Donc ça, c'est un premier bloc que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais qui est un vrai bloc d'intérêt qu'on a examiné et qui est connecté au numérique et à la data, mais que je ne détaillerai pas là. Et puis après, il y a tout le bloc de la pure data qui nous a interrogés avec, alors, on va dire, le classement en différents futurs, un futur qu'on peut qualifier d'effrayant, et on trouvait ça dans les vidéos et les articles de presse imaginés. Et là, sur la data, c'était les risques de hacking, de piratage, de vol de données, d'utilisation malveillante de la donnée, voire commerciale de nos données. On a effectivement, et Camille l'a précisé, on est porteur de données extrêmement sensibles, qui portent l'intérêt de nombreux acteurs extérieurs, bienveillants ou pas, mais parfois à des fins commerciales. On est très sollicité pour la fourniture de ces données, puisque par essence, leur utilisation permet d'imaginer un tas de services, y compris à vocation commerciale. Donc déjà, on avait tout ce sujet de porter la donnée, et en face de ça, voilà, on a mis d'emblée des enjeux d'orientation autour de la cybersécurité et comment d'emblée on pouvait renforcer, on va dire, notre action en termes de cybersécurité. Et puis sur le côté utilisation de la donnée, comment est-ce qu'on développe une identité cnavienne porteuse d'éthique dans l'utilisation de la donnée, et peut-être au-delà de notre monde pur de la retraite, mais comme on est opérateur de nos services publics et de protection sociale au sens large, comment on développe ce caractère éthique. Et puis après, au-delà des futurs effrayants, il y avait des futurs désirables qui ressortaient aussi de la potentialité de la data. Et là, il y avait notamment 2 blocs qui sont sortis fortement dans nos réflexions. La lutte contre le non-recours, c'est-à-dire que la data permet, par l'identification de nos données, de faire ressortir les situations à risque en termes de non-recours et de développer des démarches proactives vis-à-vis des assurés qui peuvent être concernés par ce non-recours. Et puis un autre bloc qui est plutôt autour de modèles prédictifs issus de la donnée qu'on possède et qui consiste par exemple à identifier par anticipation, en analyse des carrières par exemple, des risques de perte d'autonomie, des risques identifiés de liquidation complexe et qui permettent là de gérer toute une politique d'anticipation vis-à-vis de nos assurés pour de plus en plus aller vers de l'individualisation de la relation, gérer la masse par l'automatisation et gérer l'individualisation par les modèles prédictifs. Donc ça, c'est vrai que c'est un autre bloc qu'on va développer dans les années qui viennent, qui existe déjà un peu, mais qu'on va continuer de développer et d'accélérer pour pouvoir être présent sur ce segment. Et puis un dernier axe, c'est autour de la certification de l'offre numérique dans notre monde de la retraite. On a beaucoup d'acteurs connexes, notamment autour du bien vieillir, autour de l'offre silver economy, etc. On estime que par la légitimité du service public autour de cette matière de la retraite, on doit pouvoir jouer demain un rôle de concentrateur potentiel de l'offre numérique. Voilà les grands axes qui sont ressortis.
Alors, on a vu, on a abordé la partie data, vous en avez beaucoup parlé dans les scénarios que vous avez bâtis. Ces data, en fait, vous vous en servez, vous aussi, en interne, au-delà de penser déjà à les vendre à l'extérieur, peut-être. Pourquoi vous avez besoin de vous projeter, vous, sur vos propres utilisations des données de la CNAV? Est-ce que c'est aussi une composante de vos missions par rapport à celles qui vous sont dévolues en tant que service public de la retraite, où on vous demande d'abord de régulariser les retraites, de les liquider et de produire des statistiques pour le pilotage de ce système de retraite? Comment vous pouvez nous éclairer sur ce point? Bonjour à tous, donc merci Eric d'avoir décrit le futur favorable. Moi je vais parler un petit peu effectivement du présent et de la manière dont nous utilisons déjà ces données, puisque la plupart de nos assurés comptent avant tout sur nous pour qu'on puisse, le moment venu, leur attribuer une retraite, mais au-delà de ça, ils comptent sur nous pour que l'on gère le service public de la retraite, c'est-à-dire pour qu'on ait une vision d'ensemble, pour leur apporter finalement ce qui est au cœur de la demande, avoir une retraite financée, juste et être sécurisés pendant toute la dernière partie de leur vie. Et pour ça, les données sont extrêmement importantes. Elles nous disent beaucoup de choses sur nos assurés, sur ce qu'ils font, sur qui ils sont. Quelque part, quand nous exploitons les données, nous sommes dans une démarche d'écoute data complémentaire à l'écoute client. Et je vais vous donner quelques illustrations de ce qu'on fait déjà à partir de ces données et de ce qu'on développera du coup pour le futur. Donc un premier aspect, c'est sur la soutenabilité financière des retraites, puisqu'avoir une retraite, ça décide d'être sécurisé sur ces aspects financement. Et donc là, il est nécessaire de faire des prévisions pour savoir comment vont évoluer les dépenses du système de retraite, en tout cas les dépenses du régime général, ce qui nécessite de prendre en compte la complexité des carrières de nos concitoyens. Nous avons une très grande diversité de carrières, une législation assez complète et parfois complexe. Et pour faire ça, nous avons par exemple développé un modèle de micro-simulation qui est basé sur un échantillon de 5 millions d'assurés et dont on modélise finalement la carrière, la vie à partir de modèles de machine learning. On projette ça jusqu'en soit à court terme pour la mission des comptes de la sécurité sociale pour voir comment évoluent les dépenses de régime, soit plus long terme pour le conseil d'orientation des retraites. Ça nécessite plus de 10 milliards de calculs et ça nous permet d'éclairer les futurs et d'éclairer nos décideurs. Nous avons, en complément de ces aspects prédictifs, déjà développé aussi beaucoup de travaux sur l'évaluation ex post. Finalement, quand vous mettez en place une mesure, une réforme, eh bien, quels sont les effets concrets par la suite, au-delà de ceux que vous aviez envisagés. Et on peut comme ça suivre des évolutions en même temps que les évolutions sociétales. Par exemple, on suit les écarts de retraite femmes-hommes, on voit qu'ils se réduisent, que maintenant les durées d'assurance des femmes rattrapent celles des hommes, mais que les salaires ne les rattrapent pas encore, qui du coup se traduit par des retraites moins. Donc ça, je dirais, c'est sur l'aspect finalement, ce qui attend d'abord nos concitoyens sur le système de retraite, c'est une retraite financée et équitable. Et après, nous utilisons de plus en plus les données pour pouvoir prendre des décisions en termes de gestion de la branche retraite dont est chargée la CNAV. Donc, on peut à la fois se servir des données pour connaître les personnes, les différents publics que nous servons. Par exemple, on peut s'intéresser à qui dépose son dossier à l'avance et va être en capacité du coup d'avoir une retraite payée dans les temps. On voit qu'il y a des personnes qui ont des carrières assez longues, qui sont assez proches de nous, qui du coup vont pouvoir déposer très à l'avance, et d'autres qui vont déposer plus tardivement. À partir de ça, on peut définir des profils de personnes qui sont susceptibles de partir à la retraite bientôt au vu de leur carrière, et puis pouvoir, en lien avec les directions de la communication, leur envoyer des mailings pour les inciter à déposer plus tôt. Et donc on mène déjà toute une série d'opérations à titre souvent expérimentales pour certaines, pour pouvoir éclairer des décisions de gestion et rendre le service qu'attendent nos assurés, service personnalisé. Et on va effectivement de plus en plus au-delà en essayant d'aller vers nos assurés, puisqu'un certain nombre des assurés viennent vers nous, mais un certain nombre ne viennent pas vers nous et nous ne sommes pas en mesure de ce fait de leur donner l'ensemble des droits auxquels ils peuvent prétendre. Et nous avons développé des opérations de lutte contre le non-recours. Je donnerai par exemple l'exemple de la lutte contre le non-recours au minimum vieillesse. Donc c'est une prestation qui est attribuée sous condition de ressources avec un grand nombre de ressources à prendre en compte. Donc, dont nous dispositions
ne disposons pas entièrement dans nos fichiers. Donc, on est obligé d'utiliser des algorithmes de machine learning en disant si, au vu des informations que nous avons dans nos fichiers, vous ressemblez beaucoup à quelqu'un qui a le minimum vieillesse, on peut penser que vous aussi, vous avez accès au minimum vieillesse. Et ça nous permet de contacter des gens. Donc, parmi les gens qu'on contacte, à peu près les 3/4 pourraient effectivement un droit au minimum vieillesse. Il y a un quart qui nous échappe parce que finalement, on pensait qu'ils vivaient seuls, qu'ils avaient le droit au minimum vieillesse, mais en fait, ils vivent en couple et nous ne le savons pas. Donc, ça me permet d'insister sur l'importance de la richesse et de la qualité des données. Les modèles prédictifs ne sont bons que quand les données qui sont en entrée sont bonnes. Et après, on contacte ces personnes. Donc, on estime qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui auraient un droit de plus de 100 € au minimum vieillesse et qui ne le font pas vraiment. Donc, vous voyez, on est quand même sur des enjeux assez importants. La moitié de ces personnes nous disent en fait ne pas s'estimer suffisamment informées sur le minimum vieillesse. Non pas qu'on n'était pas nécessairement informé, même si on peut toujours mieux faire, mais parce que parfois ce sont des situations complexes et des prestations aussi complexes. Et parmi celles que l'on contacte et qui souhaitent continuer à poursuivre et avoir une démarche de demande minimum vieillesse, eh bien, un tiers d'entre elles arrivent à obtenir le minimum vieillesse, d'autres s'arrêtent en chemin. Donc voilà, donc vraiment on place les briques pour aller vers le futur désirable d'Éric. Et donc nous sommes très demandeur de soutien de l'ensemble de mes collègues parce que, je vous l'ai dit, la richesse des données, c'est une clé, et les données doivent être de qualité. Si vous mettez de mauvaises données dans un algorithme, eh bien, vous allez avoir un mauvais résultat, de la même manière que si vous mettez des ingrédients, des denrées périssables, périmées dans un mixeur, eh bien, je ne mangerai pas de votre gâteau. Donc, nous avons vraiment besoin d'avoir des données de qualité, dont on sait exactement ce qu'il y a, des données qu'on puisse rapprocher, puisque vous avez compris, au cœur de nos intérêts, c'est l'assuré. Et l'assuré, il n'est pas découpé entre sa carrière, sa retraite, son bien vivre. On a besoin d'avoir une vision aussi complète de l'assuré. C'est le principe du dites-le nous une fois pour l'obtention des droits, mais là c'est dites-le nous une fois pour mieux vous connaître, ne pas et aller vers vous si on pense que vous avez notamment des droits auxquels vous n'avez pas fait appel. Donc je compte beaucoup sur ma collègue de la DSI et je compte aussi beaucoup sur ma collègue du RGPD parce que nous avons un objectif commun qui est de remplir nos missions. Et voilà notre vrai objectif. Et notre objectif n'est pas de respecter le RGPD ou d'exploiter des données, il est de voir comment concilier au mieux à la fois les potentialités des données et cette approche éthique pour cet objectif commun. Donc d'avoir une bascule entre le risque à faire et le risque à ne pas faire. Une personne qui n'a pas ses droits, c'est aussi un risque. Il n'y a pas de problème RGPD, mais il y a un problème par rapport à notre enjeu. Et enfin, je compte énormément aussi sur notre tutelle et la direction de la sécurité sociale pour concevoir un cadre qui nous permette de pouvoir exploiter, croiser et rapprocher les données, toujours pour des objectifs qui sont clairement les nôtres. Donc, merci par avance pour votre intervention. Merci pour ces précisions. Donc, ça fait le lien avec la question du RGPD qui était, dans votre enquête, c'est fortement perçu comme un frein, on le voit. Comment vous faites, ou vous allez faire, ou vous devriez faire pour que le RGPD ne soit pas perçu comme un frein au sein de la CNAV? Alors, aujourd'hui, on travaille sur la mise en conformité de la branche retraite depuis déjà 3 ans. Ça a été tout le travail qui a été piloté par Ariane Aubry. Et on s'est en fait doté d'un certain nombre de processus, de procédures qui sont là à la fois pour simplifier la vie des contributeurs au sujet, mais qui du coup apportent une forme de rigidification des processus. Alors, la façon que j'aurais de penser qu'il faut, comment on peut faire pour que le RGPD ne soit plus perçu comme un frein, je pense déjà qu'il faut qu'on se rappelle quels sont les objectifs du RGPD. Le RGPD, à titre individuel, on est tous des citoyens et on a tous des données personnelles et on ne souhaiterait pas que ces données personnelles soient divulguées ou qu'il en soit fait un usage auquel on n'aurait pas consenti. Donc le RGPD, c'est un cadre réglementaire qui vient mettre l'usager au centre de l'utilisation de ces données et qui, de facto, impose à l'utilisateur des données un certain nombre de contraintes parce qu'il faut qu'on se rappelle à chaque instant qu'on n'est pas propriétaire des données qui nous sont confiées
mais que c'est bien celui qui nous les a donnés qui en reste le propriétaire, et à ce titre-là, on doit effectivement en garantir la protection, la fiabilité, la confidentialité. Cette injonction qui nous est faite par le RGPD, je pense qu'elle est d'autant plus importante dans un service public et comme celui que nous pilotons tous, parce que tout simplement, en tant que service public, en général, on récupère les données non pas sur le consentement de la personne, en tous les cas pas sur son consentement explicite, mais grâce à nos missions de service public. Et du coup, on a une responsabilité qui s'en trouve d'autant plus grande sur le fait qu'il doit pouvoir interagir avec nous pour faire valoir son droit d'identification, son droit à l'oublion. Et ça, on a l'aiguillon du RGPD qui nous pousse en permanence sur ces sujets-là. Donc ça, c'est, voilà, je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'on est tous individuellement des citoyens et qu'on ne souhaiterait pas que nos données fassent l'objet comme ça de publicité qu'on n'aurait pas souhaité. Alors après, de manière très pratico-pratique, comment on fait pour pas que le RGPD soit un frein? Je pense qu'il ne faut pas considérer le RGPD comme une brique à côté du reste. Et c'est ce à quoi on faisait référence en début de matinée. Hein. Le sujet, c'est que le RGPD, il doit être embarqué dans une gouvernance globale, une stratégie globale d'entreprise qui intègre les enjeux technologiques, les enjeux techniques, les usages souhaités et comment le RGPD est un cadre juridique qui accompagne et qui vient finalement soutenir cette démarche. Donc un enjeu d'intégration de ce sujet dans la stratégie globale autour de la data. Et puis de manière un peu plus micro, il faut que ce soit un réflexe qui soit intégré dès lors qu'on traite d'un nouveau projet. C'est sûr qu'il n'y a rien de pire que quand on a créé un projet, qu'on l'a finalisé et qu'on vient voir l'ADPO et qu'on lui présente le projet et qu'effectivement, en analysant le projet au regard des orientations du RGPD, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui n'y sont pas conformes et qu'il faut retravailler le sujet. Évidemment, là, c'est ressenti comme un frein de facto, c'en est un, puisqu'il est contraignant. Mais voilà, l'enjeu, c'est vraiment de l'intégrer en amont comme un entrant de la politique de la data au niveau de l'entreprise. Merci. Ça fait le lien avec la prochaine question qui est sur la transversalité, parce qu'on voit bien que il y a aussi à inclure les différents services dans vos projets pour que cette transversalité elle soit effective, c'est-à-dire vous inclure dès le départ en fait dans le projet. Et donc dans l'utilisation des données aussi, il y a de la transversalité à prévoir, notamment au travers des différents processus métiers. Et du coup, pour la valorisation, est-ce que vous adoptez ou est-ce que vous mettez en œuvre une approche transverse de cette valorisation afin d'éviter les silos? On en a parlé un petit peu des silos d'information. Et justement, pour revenir à votre enquête où il y avait la gouvernance était la partie la moins bien notée, j'ai compris que ça reposait un peu aussi sur vous, sur quelle gouvernance mettre en place autour de l'utilisation de la donnée à la CNAV. Bonjour à toutes et à tous. Donc après un petit passage dans le futur désirable et un petit passage dans le présent, juste pour rappeler un petit, du coup, en regardant dans le rétroviseur, et Camille l'a bien cité, hein, c'est vrai que la CNAV opère un certain nombre de grands référentiels qui contiennent des millions, voire des milliards de données, et ce, depuis les années 80, avec le système national de gestion des identifiants. Donc la question de la donnée, elle n'est pas nouvelle. On se posait déjà ces questions de qualité de la donnée, de fiabilité de la donnée, d'intégrité de la donnée, et donc la question de l'administration de référentiels, telle qu'on on le définit dans le jargon un peu plus système d'information, elle se posait déjà. Et donc aujourd'hui,
on a un contexte qui fait qu'on ouvre de plus en plus nos systèmes d'information. On veut des systèmes d'information qui soient le plus interopérables possible. Ça a été cité dans les résultats de l'enquête. Et on veut ne pas solliciter l'assuré plusieurs fois. Et donc, pour ne pas solliciter l'assuré plusieurs fois, Pascal le rappelait avec ce dites-le-nous une fois, il faut qu'on puisse avoir, la condition c'est d'avoir une donnée qui puisse être la plus fiable et la plus qualitative possible et surtout la plus connue par rapport à un usage donné. Donc ça pose des questions juridiques, ça pose des questions en termes de RGPD, mais ça pose aussi des questions en matière de gestion et en matière de système d'information. Et donc pour répondre à la question sur la partie gouvernance, il y a 3 leviers qu'on a actionnés côté CNAV. Donc un premier levier organisationnel. Donc au niveau de la direction des systèmes d'information, il y a 3 ans, on a décidé de mettre cette approche de la donnée pour vraiment favoriser une forme de transversalité. On a créé une direction de gestion de la donnée à part entière avec des expertises particulières, avec 2 pôles. Un pôle qui traite de toute la partie qualité de la donnée, un pôle également qui traite de toute la dimension que fait-on de cette donnée, comment est-ce qu'on construit des systèmes décisionnels, et donc avec des compétences et des montées en compétences qu'il a fallu accompagner, des expertises qui sont nouvelles au sein de la direction des systèmes d'information, comme par exemple un urbaniste des données, comme des data scientists, mais qui sont en lien évidemment avec la direction statistique et prospective, donc sous la responsabilité de Pascal. Donc on a toutes ces compétences qu'il a fallu du coup intégrer en interne à la DSI. Ça, c'était le premier levier, l'organisation et puis la dimension RH. Puis après, il y a eu un deuxième levier qui était le système d'information en tant que tel. Et le système d'information en tant que tel, c'était de se dire, voilà, on a un puits important de données, on a des référentiels qui brassent des données de manière importante, et comment est-ce qu'on peut créer finalement un puits, ou en tout cas un réservoir le plus large possible qui serait attaquable par les différentes directions pour différents usages, donc pour des usages statistiques et prospectifs, mais également pour des usages métiers à des fins de pilotage notamment. Et donc on a mis en place une architecture dédiée, technique, une plateforme Big Data qui du coup s'appuie sur des nouvelles technologies. Et donc on a mis en regard aussi les nouvelles compétences. Donc là pour le coup en termes de maturité, on est encore en montée en compétences par rapport aux expertises que nous pouvons avoir à la direction des systèmes d'information. Et puis après il y avait un troisième levier qui était donc ce levier gouvernance pour essayer de garantir cette transversalité qui n'est pas forcément évidente à garantir, puisque la donnée, pour nous, en tout cas côté système d'information, enfin, c'est juste la base d'un système d'information, c'est la donnée. Donc, on a mis en place une gouvernance qui était métier et système d'information avec 2 niveaux, un niveau opérationnel et puis un niveau stratégique pour permettre justement d'avoir cette double entrée et de ne pas perdre toujours la question des usages. À ce stade, donc au niveau de cette gouvernance, on n'arrive pas encore à embarquer l'ensemble des métiers. On est en train, mais c'est pas évident pour les directions métiers de s'approprier l'ensemble des usages qu'il peut y avoir avec cette masse de données. Il y a une maturité qui est différente selon les métiers. On a une maturité qui est très importante auprès de ma voisine de droite, qui va avoir du coup publiquement ses besoins, mais on ne trouve pas forcément la même maturité sur les directions métiers, et donc il faut accompagner cette montée en maturité, et notamment au travers du système d'information, c'est de se dire pour chaque système d'information que l'on met en place, toujours se poser la question après derrière des besoins qu'il peut y avoir en termes de pilotage, des besoins en termes d'usage par rapport à l'assuré lui-même, ce qu'on va pouvoir lui donner à voir en termes, qu'est-ce qu'on va lui restituer. Je prends un exemple, mais demain, quand on aura un service qui va permettre de faire ce qu'on appelle de la coproduction, c'est-à-dire que l'assuré pourra voir sur notre portail du coup l'ensemble de sa carrière et pourra
lui-même voir s'il y a des trous dans sa carrière. On lui restituera l'ensemble des informations que l'on connaît sur lui. Et lui, à partir de ces informations, il va pouvoir nous guider, nous dire « Ah, mais là, non, il y a un trou de carrière ». Et donc, il communiquera ces informations qui seront du coup directement intégrées dans notre système d'information. Mais ça, c'est pas encore, voilà, on est en train de le travailler. Et puis après, comme on est opérateur sur des systèmes d'information et sur des référentiels qui ne concernent pas que la branche retraite, qui concernent également l'ensemble de la sphère sociale ou d'autres régimes de retraite. Et là se pose la question des responsabilités que l'on peut avoir autour de ces référentiels. Donc les responsabilités qui relèvent de l'opérateur, qui doit garantir la fiabilité, l'intégrité des données qui sont dans ce référentiel. Mais on a une responsabilité qui est collective. Il y a une responsabilité en amont de l'ensemble des organismes qui vont alimenter ces référentiels. Et puis on a des responsabilités qui sont en aval pour tous les organismes qui vont utiliser après cette donnée. Donc ça nécessite qu'il puisse y avoir des rôles et puis des responsabilités qui puissent être clarifiées. Et là, je rejoins la demande de ma voisine de droite vers mon voisin de gauche pour qu'effectivement, il y ait bien cette clarification des rôles et responsabilités dans un cadre évidemment interbranche. Et puis après, l'autre condition pour qu'on garantisse aussi cette transversalité au-delà même de la CNAV, mais vraiment en interbranche, c'est d'avoir un catalogue des données qui puisse être le plus intelligible et le plus partagé possible au niveau évidemment de l'interbranche. Et donc, je renouvelle effectivement aussi une demande par rapport à des travaux qui puissent se conduire en interbranche pour qu'on ait cette approche bien transversale autour de la gouvernance de la donnée. Donc, on voit que la gouvernance, elle se met en place avec des acteurs qui sont plus ou moins au fait de l'importance de la donnée, comme vous disiez, la direction de la statistique et de la prospective. Et du coup, comme vous dépendez de la tutelle qui est représentée ici, est-ce que vous, en termes de tutelle, vous avez à cœur aussi peut-être de gérer une gouvernance interorganisme de protection sociale et du coup de voir toute l'émergence de tous ces projets, etc., de quels usages vous allez pouvoir faire de ces données, dans quel périmètre vous allez pouvoir les utiliser. Et puis, on a parlé beaucoup de protection, d'accords, on a parlé avant même de consentement, etc., même si dans le cas du service public, on a vu que ce n'était pas tout à fait la même chose. Au niveau juridique, comment vous allez accompagner la réutilisation des données en incluant l'usage des nouvelles technologies? Alors, bonjour à tous. Alors, je ne suis que le représentant de l'administration aujourd'hui, mais les propos qui ont été tenus vont me permettre de ne pas me répéter, parce qu'en fait, ce qui a été décrit par tous les acteurs de la CNAV, et la CNAV, Véronique notamment l'a dit, elle a cette particularité d'avoir énormément de données au-delà des sujets retraite. Donc il y a un niveau de maturité des acteurs de la sécurité sociale sur la nature des données qu'ils possèdent, ce qu'ils pourraient en faire, et les enjeux de RGPD, parce qu'on a tous mûri sur les sujets RGPD. Vous dire comment les enjeux et les éléments de gouvernance qui existent déjà. Sur les enjeux, ils ont été rappelés hier par Amélie de Montchalin, qui a redonné une feuille de route sur l'utilisation de la donnée. Cette feuille de route, elle est en matière d'usage statistique, de big data, mais aussi dans la capacité à utiliser et réutiliser les données individuelles pour éviter que tout un chacun ne soit contraint de fournir des pièces justificatives, soit que justement on travaille plus efficacement sur l'identification des droits. Donc sur les enjeux, ils sont partagés par le politique, par l'administration, et ce qui a été décrit aujourd'hui, ce sont des travaux qui sont déjà conduits avec les caisses de sécurité sociale et qu'on va poursuivre. Donc, Camille a expliqué la dispositif des COG, il faut expliquer aussi qu'on a en parallèle ce qu'on appelle un schéma stratégique des systèmes d'information. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de brique commune de tous les acteurs de la sécurité sociale avec l'État pour se dire quels sont les enjeux ici qu'on a, et sans surprise, l'actuel schéma stratégique, il a déjà beaucoup d'éléments autour de la donnée et de la capacité à gérer cette donnée avec les contraintes, du RGPD, effectivement, qui ont été très bien rappelées, mais aussi l'injonction
paradoxal que nous avons depuis un moment, qui est le diplôme une fois, dont on souhaite vraiment la mise en œuvre, mais effectivement le fait qu'au cas par cas, on ne peut pas librement échanger la donnée. Alors, je viens sur les sujets gouvernance. Déjà, effectivement, tous ces éléments-là, il nous semble aujourd'hui, et c'est ce qui remonte des travaux préparatoires préalables de tous les acteurs de la sécurité sociale, que la donnée va être au cœur à la fois des sujets COGE, relations métiers, mais aussi que des sujets ici. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. On y travaille dès cet automne avec tous les collègues pour voir comment on va pouvoir mieux s'organiser. Sur la place de la tutelle ou de l'État, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, effectivement, soit il y a un consensus entre tous les acteurs et il y a une gouvernance qui se met spontanément en place, c'est rarement le cas, soit effectivement, il faut qu'on trouve une modalité de gouvernance qui convienne à tout le monde, sur lequel l'État, en l'occurrence, pourrait être une forme d'arbitre, en tout cas une force de proposition. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Très concrètement, des choses qui ont déjà été faites, qui ont été mentionnées notamment par Véronique, des enjeux. Je vais essayer de répondre à votre question maintenant. D'abord, sur le recensement des données. Un enjeu majeur qui a été conduit et un outil qui est sous-exploité qu'il faudra mettre à jour. Il existe un DICODO. Qu'est-ce que c'est? Un dictionnaire des données de la sécurité sociale auprès de tous les opérateurs. Quelles sont la nature des données dont ils disposent et une description précise de ce que c'est. Parce que parfois, on n'appelle pas un chat un chat. Et on s'imagine que derrière une donnée de revenus, il y a celle qu'on attend, et ce n'est pas forcément le cas. Voilà, pour le dire clairement. Donc déjà, clarifier de quoi on parle, et ensuite, là aussi pour le dire de manière très fruste, l'idée c'est de partager avec chacun des opérateurs qui a besoin de cette information, et est-ce qu'il a droit d'avoir accès à cette information. Soit parce qu'il a une mission de service public qui lui offre cette possibilité d'ores et déjà, soit parce que potentiellement, avec le consentement de la personne intéressée, on pourrait aller chercher cette information. Donc voilà un petit peu les éléments sur lesquels nous, on doit organiser, si ce n'est une gouvernance, en tout cas une manière de travailler. Ça, c'est sur le premier point. Sur des freins qu'on avait aussi et qui nous sont ouverts aujourd'hui. La loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière a rappelé ouvertement, plutôt à poser dans la loi très ouvertement quelque chose qui était une évidence pour vous, c'était la lutte contre le recours comme une des missions, pas la mission première, mais une des missions inscrites dans la loi des organismes de sécurité sociale. À ce titre, à 14 h, un certain nombre d'entre vous seront dans une réunion à laquelle je participe pour justement identifier des données qui pourraient vous être manquantes, par exemple côté CNAF, si je prends votre exemple, une donnée qui, si vous l'aviez en plus, pourriez croiser avec les données dont vous disposez et vous dire, tiens, peut-être que cette personne a un droit potentiel. Mais aussi aller jusqu'à se dire, comment auprès d'autres opérateurs, soit opérateurs de sécurité sociale, soit d'autres administrations, je pourrais avoir des éléments de gens que je ne connais pas du tout, parce que ces gens ne se sont pas du tout manifestés à mon guichet, et dont je pourrais apprécier l'éligibilité à un droit. Et donc ces sujets-là sur lesquels on va rapidement aller voir la CNIL et aller dans le Conseil d'État, et du coup vous voyez bien les deux briques. Il y a une brique métier, ce que je voudrais, ce que je pourrais en faire, puis aller voir la CNIL pour lui dire tout ça ne présente pas de risque majeur au titre de la protection des données, donc est-ce que nous pourrions y aller? Donc ça, c'est un enjeu majeur de présenter les choses correctement et donc nous d'avoir fait ce travail collectivement, puis en l'occurrence aller devant le Conseil d'État pour avoir une autorisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a encore un processus, et donc je fais le lien avec les annonces hier d'Amélie Monchalin, où on aimerait que ce soit plus souple, on travaille notamment avec la DINUM, pour avoir des choses qui soient plus conventionnelles, mais on a encore un certain nombre de jalons administratifs qui sont pas du coup. Tout ça pour vous dire qu'en termes de gouvernance, on a des travaux qui vont s'étaler automne jusqu'au milieu de l'année prochaine pour vraiment se dire, dans les briques communes de gestion du SI, donc de la donnée, parce que ce sera vraiment un élément majeur, comment on souhaite travailler ensemble, quel est le socle commun de chacun des organismes de sécurité sociale, et quelle est mieux la place de l'État. Alors, on reconnaît que s'il faut un arbitre et si ça doit être l'État, l'État a un rôle différent et un meilleur rôle à jouer. Ça, c'est un constat, je pense, qui est partagé. Et pour justement que dans les différentes coches, notamment vraiment sur la partie plus moyen et métier, on puisse tirer les conséquences de ce qu'on saura faire. C'est-à-dire qu'on a deux sujets, et ça a été très bien dit. On a un sujet peut-être à 10 ans, de savoir ce qu'à 10 ans on peut imaginer de faire, mais nous, on va conclure une coche à 5 ans. Et donc, la question, c'est de se dire concrètement, dans les 5 années qui viendront, grosso modo 2023-2027, ça paraît très long et c'est très court à la fois. Voilà, quelles sont les cases qu'il faut cocher et comment on se met en ordre de marche pour assurer qu'on progresse là-dessus.
Et l'autre enjeu, qui est majeur, et j'en termine pour répondre à vos questions, c'est qu'effectivement, on doit continuer de rassurer. On est sur les premières étapes où on a des enjeux majeurs d'échange de données. Je vais citer un sujet que vous connaissez peut-être certains, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on a depuis grosso modo 2 ans la possibilité de ne pas demander à la personne ses données de salaire, hein, parce qu'on peut les récupérer directement. Voilà, je vais juste dire comme ça. On a commencé à utiliser ces éléments de simplification pour la réforme des aides au logement. On l'a utilisé d'ailleurs pour d'autres éléments, pour la régularisation des retraites différenciées. Il y a pas mal d'exemples sur lesquels on commence à faire des choses. Et sur ces premières étapes majeures, parce qu'il y a quand même quasiment toute la population dont on peut se procurer des éléments, donc c'est majeur, il ne faut pas se louper. On est aussi un peu prudent avec la CNIL, parce qu'il faut qu'on montre qu'on sait modéliser, entre guillemets, qu'on a une méthode robuste pour effectivement qu'on n'ait pas, entre guillemets, un accident industriel qui pourrait faire que le citoyen s'inquiète sur le fait de ce que le service public fait de ces données. Donc on est vraiment à cette articulation-là où on voit que côté ESI, sur la capacité à manipuler les données, on est sur une toute autre échelle que ce qu'on faisait il y a d'autres années. Et donc on est convaincu, mais je crois que ça rejoint ce que vous avez dit, que c'est un enjeu transformatif majeur. Et du coup, l'État aura une place modeste, mais j'espère importante, pour effectivement qu'on synthétise les attendus, les propositions, parce que les autres caisses ont aussi des propositions côté alors, je ne suis pas très expert, mais côté maladie, effectivement, vous avez bien qu'avec quelques contact tracing, il y a l'accès à d'autres données, à des données sensibles, au sens du RGPD, sur des données de santé. Donc, il y a des enjeux statistiques et sur des données personnelles qui sont d'une toute autre ampleur. Et donc, voilà, il y a une fonction de synthèse et donc de gouvernance qui puisse se transposer à tout. C'est là-dessus qu'il va falloir que nous soyons performants. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir répondu à ces questions de manière assez détaillée. Je vais laisser le mot de clôture à Camille. Moi aussi, je remercie l'ensemble des participants qui ont accepté de venir autour de cette table ronde aujourd'hui. On voit que la data, en tous les cas, moi, depuis que je travaille à la sécurité sociale, on sent quand même qu'on est en train de prendre une dimension quand même extrêmement importante aujourd'hui sur tous les usages qu'on peut en faire. Parce que, comme je le disais en introduction, on est évidemment, la donnée, c'est tout le monde travaille sur la donnée à la sécurité sociale, quelles que soient les branches, quels que soient les régimes. On est vraiment, notre cœur de métier, c'est de travailler sur de la donnée. Mais là, on voit que la donnée, elle a des potentialités énormes et que donc, il nous faut être extrêmement bien coordonnés et accompagnés par l'État pour que la confiance du citoyen dans notre système de protection sociale et de service public ne soit pas entamée, soit la meilleure possible. Merci beaucoup. Je voudrais en profiter, donc je vais vous donner un petit peu, pareil que tout à l'heure, la suite. Je voudrais remercier beaucoup donc la CNAV, je vous remercie tous, particulièrement la cantine. Donc cet espace est vraiment superbe. Vous avez de l'or dans les mains pour faire des choses absolument fantastiques. Et à ce titre, remercier beaucoup Guillaume Dupont pour son aide, sa disponibilité et être facilitateur pour qu'on arrive à faire en fait tous ces partages. Voilà, donc je voulais beaucoup les remercier, Camille aussi et Ariane, parce que vous avez travaillé un petit peu comme les canards, c'est très calme. Et puis, il n'y avait pas notre donc c'est beaucoup d'organisation. Donc voilà, merci beaucoup Camille.